C'est une ville de collines, donc on voit cette urbanisation par escalier qui se déploie. C'est aussi une ville qui s'est développée sur les collines et puis qui a gagné progressivement sur l'eau. Depuis l'occupation romaine, donc il y a plus de 2000 ans, on voit cette petite maquette qui reconstitue ce qu'était à l'époque la confluence entre les deux fleuves, le Rhône et la Saône, et qui finalement, progressivement, cette confluence a été décalée pour reporter un peu plus en aval, et les terres ont été gagnées sur l'eau pour pouvoir construire. Donc là, on est sur la partie de la confluence, mais c'est la même chose sur toute la partie est de la ville qui a été gagnée sur des espaces de marécage. Et donc, progressivement, ça a commencé il y a plus de 200 ans. Ces espaces ont été remblayés, comblés, gérés pour qu'on puisse y construire durablement. Et vous voyez comment une ville d'alignement a pu se réaliser. Voilà quelques similitudes avec Tana, mais aussi le fait que cette ville de Lyon dispose d'un patrimoine historique fort. Pour la petite anecdote, il y a 2000 ans, c'était le lieu du premier parlement des Gaules, enfin le parlement des Gaules, donc progressivement ce qui a créé la France. Et donc une démarche a été menée pour le classement d'une partie du site historique de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là encore, ça fait écho avec ce qui est en train de se passer. C'est aussi une ville de couleurs. La couleur, c'est la ville Renaissance qu'on a un peu évoquée aussi tout à l'heure, comme Tana, où finalement, par les toits, par les couleurs des enduits, on met cette ville en lumière. Alors, ce qui distingue peut-être, voilà, quand on rentre dans le processus, c'est que cette ville a été historiquement planifiée. Les Romains, puis l'occupation, puis le développement du site, notamment à l'époque moyenâgeuse, c'est toujours fait avec une logique de cohérence. Soit la cohérence était dictée par le site, les collines et ce site de la confluence tout particulier, soit après par des grands schémas directeurs qui ont planifié la ville par étapes. Là, on est sur la presqu'île. Là, on est dans des secteurs beaucoup plus récents. On est entre les deux guerres mondiales pour une partie du site, et cette planification s'est poursuivie. Ça veut dire que la ville a été pensée. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été réussie. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas que nos prédécesseurs urbanistes ne se sont pas trompés à un moment donné, mais des axes forts ont été tracés, et on voit que plus l'axe a été, plus le geste a été fort, plus il a imprégné durablement la construction du territoire. Autre élément important, alors vous avez une photo avant, vous avez une photo après. Il y a à peine plus de 20 ans, 25 ans, les berges du Rhône avaient été aménagées en vaste parking. 1800 véhicules pouvaient stationner. C'était ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il a fallu adapter la ville à l'automobile, et donc il fallait aussi caser de l'automobile là où on pouvait en mettre. On en a mis sur les berges, et finalement un certain nombre de décideurs, et notamment de maires de Lyon, ont considéré qu'il était important de récupérer ces berges-là. Personne n'était d'accord à l'époque. Vous pouvez imaginer que les commerçants, les habitants de Lyon, ceux qui n'habitaient pas Lyon mais qui venaient y travailler, considéraient que c'était une aberration que de perdre près de 2000 places de stationnement. Pour la petite histoire, une partie a été faite en parking souterrain pour compenser. Et finalement, aujourd'hui, on a un des lieux les plus emblématiques de la ville moderne, et un lieu de récréation pratiqué par les Lyonnais avec grande envie, et sur lequel, quand on accueille à Lyon, on aime venir se balader avec nos visiteurs. C'est aussi la façon de considérer que la ville, elle doit être embellie, elle doit être aimée, et pour l'aimer, on organise des grandes manifestations. C'est la fête des Lumières, par exemple, qui embellit la ville pendant 4 jours, qui met en valeur ces bâtiments. Et puis la ville, elle est aussi un lieu dans lequel on a plaisir à se retrouver, à échanger, etc. C'est notamment la biennale de la danse qui se réalise avec une grande parade tous les 2 ans. Ça veut dire que cette ville, on la choix. On ne vient pas simplement la pratiquer, comme on a pu en parler un peu tout à l'heure aussi, c'est-à-dire avec des flux quotidiens, parce que par obligation de venir y travailler et en repartir le plus vite possible, ou ne pas oser, et comme on l'a un peu évoqué aussi, pour des problèmes de sécurité, s'y balader
et s'y promener le jour, le week-end. Donc c'est des lieux qui peuvent être très rapidement très encombrés par la diversité des personnes qui viennent se rencontrer. Et c'est des lieux qui créent le vivre ensemble, parce qu'on s'y retrouve, que l'on soit cadre supérieur, ou qu'on soit étudiant, ou que l'on soit ouvrier. C'est des lieux qui viennent, sur lesquels on se retrouve, tout comme le parc de la Tête d'Or, qui est un espace magnifique qu'on a vu ici. Voilà, ce grand espace vert qui est à gauche de la photo. Donc, c'est une question importante. L'espace public comme un lieu de rencontre et du vivre ensemble, ça questionne aussi cette privatisation qu'on évoquait tout à l'heure. Autre élément important, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut étaler, est-ce qu'il faut densifier. En fait, la réponse, elle est dans les deux. La ville, historiquement, elle s'est reconstruite progressivement. Alors, on avait peut-être des solutions historiquement de modularité plus forte. Aujourd'hui, avec nos constructions en béton, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Quand on veut reconstruire, on démolit et on repart. Hein. Donc, d'où des impacts en termes de consommation d'énergie grise qui sont considérables. Là, c'est un plan du quartier de la Part-Dieu, alors qui nous est cher en tant qu'agent d'urbanisme, d'une part parce que c'est dans une de ces tours, le crayon, comme on l'appelle, la tour ronde du premier plan que nous travaillons. C'est aussi parce que le premier directeur de l'agence d'urbanisme, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, a été un des urbanistes fondateurs de ce quartier. Je pense qu'aujourd'hui, alors d'ailleurs, il avait écrit un ouvrage qui s'appelait La réussite d'un échec ou quelque chose comme ça, qui montrait qu'il n'était pas satisfait. Enfin voilà, et il était dans un modèle de l'époque dans lequel on séparait l'ensemble des flux, dans lequel il fallait concentrer les fonctions, mais les séparer les unes des autres. Et finalement, aujourd'hui, tout le travail des urbanistes, c'est de transformer ce quartier pour lui redonner vie, pas être simplement un quartier d'affaires, hein, construire de l'habitat, ouvrir le centre commercial, qui est le plus grand centre commercial d'Europe, pour en faire un espace dans lequel on ne rentre pas pour s'enfermer, mais pour lequel on s'ouvre sur la ville et en échange. Et c'est aussi un secteur dans lequel on intervient fortement pour remettre toutes les circulations à plat et non pas avoir la séparation des flux que l'on avait auparavant. On m'a dit qu'il y avait eu des schémas assez semblables sur Tana. Alors je vais dire, peut-être fort heureusement, ils n'ont pas été réalisés, donc il ne faudra pas les reprendre. En tout cas, il faut trouver inspiration de ces modèles qui finalement aujourd'hui, très rapidement, on l'a dit, la ville, elle se reproduit, elle se reconstruit dans des délais maintenant très courts. Hein. Le quartier Part-Dieu, il a commencé à la fin des années 60 pour se finir au milieu des années 80. La façon dont on travaille aussi sur le territoire, c'est de ne pas considérer qu'on sépare le privé du public. Le privé a sa place pour agir, on essaye de faire en sorte, par contre, que quand il intervient dans un cadre fixé par la collectivité publique. Ici, vous avez un site qui sont les anciennes prisons de Lyon, sur lequel on a d'ailleurs beaucoup de plaisir à parler parce que l'agence a travaillé sur les études d'opportunité et la capacité à imaginer comment on était dans une alternative entre la politique de la table rase, on rase, ce sont deux prisons du 19e siècle, où on conserve une partie du patrimoine tout en permettant à ce qu'on y implante de nouvelles fonctions. Le travail de l'agence a montré qu'on pouvait composer avec les deux, c'est-à-dire qu'il fallait avoir l'intelligence parfois de détruire certains éléments pour permettre la réalisation d'une partie de programme, mais savoir ce qu'il fallait protéger. Donc, cahier des charges a été réalisé, et derrière, des investisseurs sont venus et sont intervenus là où l'argent public n'aurait pas permis de le faire, et le site est en partie protégé, tout en accueillant d'un côté un campus universitaire de l'université catholique de Lyon, donc là on est sur un investissement privé, quelques subventions publiques néanmoins, et de l'autre côté, une des prisons est devenue un site d'accueil d'habitat où se croisent du logement résidentiel de haut standing, du logement social, du logement intergénérationnel, du logement pour étudiants, etc. Donc on a réussi à composer et à proposer au privé une opération dans laquelle il trouvait son équilibre, bien entendu, mais aussi de répondre à de véritables besoins. Le campus universitaire accueille 5000 étudiants et l'ensemble des logements sont occupés aujourd'hui. De la même façon, vous avez là un bâtiment patrimonial très important, c'est l'Hôtel-Dieu, donc ce lieu où on soignait. Hein, il a 300 ans d'existence, il a été construit par Soufflot, un des grands architectes de l'époque. Et là encore, quand
la dernière occupation hospitalière est partie, ça doit faire une quinzaine d'années, pas beaucoup plus longtemps. La question de sa reconversion s'est posée, et du coup que ça pouvait représenter. Donc la collectivité a défini son programme, et le privé est intervenu. Aujourd'hui, les travaux sont engagés. On ouvre un certain nombre d'opérations au cours de cette année, d'ailleurs, parce qu'on est en 2018. Il y aura un hôtel, il y aura des commerces, il y aura des logements, il y aura des bureaux. On est là sur quelque chose sur lequel, finalement, la mise en préservation du patrimoine a été possible grâce à l'intervention du privé. Autre élément important, on travaille actuellement sur la reconversion des grands axes autoroutiers. On a aménagé la ville pour l'automobile, je le disais tout à l'heure. On a fait traverser les autoroutes. La ville est traversée par des autoroutes, sur lesquelles aujourd'hui, on revient en arrière et on remet on apaise la circulation, on apaise les voiries et on transforme la ville autour de ces voiries. Vous avez là une partie du boulevard de contournement de Lyon, le boulevard Bonnevet pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, on commence à travailler sur la façon dont ces territoires vont pouvoir muter, sachant que se posent aussi sur ces territoires-là des questions de santé publique, bien, par facilité peut-être, par opportunité, par terrain disponible. On a construit le long du périphérique de vastes ensembles de logements sociaux. Et aujourd'hui, ces gens sont confrontés à des trafics très importants et donc des nuisances non seulement phoniques, mais aussi en termes de pollution de l'air. Cette question des grandes infrastructures, elle a été aussi prise ainsi. J'aime bien ces photos avant-après. Vous voyez une photo en haut à gauche où on a vraiment la séparation des flux. On a fait des trémies pour faire en sorte que les carrefours ne soient pas congestionnés, etc. On a même les passerelles. Vous voyez cette passerelle orange qui était une passerelle piétonne. Surtout, le piéton ne croise pas la voiture ne se croise pas, et tout ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en tant que tel. Et aujourd'hui, on est revenu complètement sur cette logique-là, avec des voiries qui sont des voiries apaisées, dans lesquelles les différents usages, on a parlé beaucoup d'usages aujourd'hui aussi, peuvent se croiser. Donc la voiture, le piéton, le cycliste, les routes, ça devait être un dimanche, pas très encombré, là, parfois aussi des embouteillages. Mais finalement, de remettre la ville à niveau et la ville dans ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un lieu d'échange. Et ça veut dire aussi qu'il faut gérer les différents flux et permettre cette confrontation, ce qui amène aussi à la voiture à avoir une logique apaisée. Avant, on pouvait traverser Lyon à grande vitesse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le gros projet sur lequel actuellement la métropole se concentre, c'est de transformer en boulevard urbain ce qui était l'autoroute Paris-Marseille. Donc vous imaginez le trafic qu'il pouvait y avoir sur cette infrastructure-là. Elle passe en plein cœur de ville. Ça a été voulu par un maire dans les années 70, en disant qu'il fallait que le flux automobile passe au cœur de la ville, comme à Los Angeles. Il le disait comme ça. Il n'y a que deux villes qu'on peut traverser de part en part sans feu rouge, Los Angeles et Lyon. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est une énorme connerie. Dans 20 ans, on dira que ce qu'on a fait, ça sera aussi sans doute peut-être une connerie. Enfin, on va essayer de minimiser l'impact. En tout cas, on est beaucoup plus modeste dans la façon de travailler, beaucoup moins sachant, beaucoup moins dans l'infrastructure. Ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas notre ami suisse qui nous a présenté, en disant finalement, on recherche plutôt les solutions du bien vivre ensemble, plutôt que des solutions techniques lourdes et d'infrastructures. Voilà. Souvent, je dis, il serait tellement simple de faire la ville sans les habitants. On pourrait faire des schémas idéaux, des constructions qui fonctionnent bien, etc. Mais l'habitant est là, et l'habitant, il pratique la ville, et il faut pouvoir se préoccuper de la façon dont il la vit. Voilà. Autre élément important, je bouclerai sur 2-3 slides là-dessus, c'est que finalement, le développement de la ville, c'est aussi fait par le fait que les entreprises ont quitté la ville historique. Vous voyez cette photo à gauche où des usines sont imbriquées dans du patrimoine, dans des immeubles du 19e ou du tout début 20e. Tout cela a dû trouver des terrains d'expansion en périphérie, donc il a fallu que la ville-centre dialogue avec les communes périphériques. Cette obligation-là a permis de créer le Grand Lyon. Donc on n'est pas lié de Lyon au Grand Lyon, comme on peut passer peut-être de Tana au Grand Tana. C'est aussi parfois des préoccupations de la vie quotidienne. Il y a eu dans les années 60 un vaste incendie, et la configuration institutionnelle a fait que les secours du département voisin, pourtant à quelques kilomètres, n'ont pas pu venir sur le site, ou aussi rapidement que nécessaire.
Et l'incendie a créé des désordres très très importants. Donc à partir de là, la mise en conscience que le caractère institutionnel devenait accompagner ce qui était devenu l'agglomération lyonnaise a permis la création du Grand Lyon. Alors ce Grand Lyon, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui réunit une soixantaine de communes, qui est aujourd'hui en plus devenu une collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'il y avait la conjonction territoriale d'une région, d'un département, d'un EPCI et de communes. Et finalement, le Grand Lyon a intégré toutes les compétences du département français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et le maire Gérard Collomb, qui n'est plus maire, qui est ministre de l'Intérieur maintenant, disait on va mettre de l'humain dans l'urbain. Et ça montre un changement d'état d'esprit dans la façon dont la collectivité se saisit de sa question territoriale. On passe d'une logique d'ingénieur, on gère les fluides, l'assainissement, le déchet, on crée des infrastructures, on fait du projet urbain. Non, maintenant, la collectivité, elle s'occupe de l'éducation, elle s'occupe des personnes âgées, elle s'occupe des personnes handicapées, elle s'occupe de la culture, elle s'occupe du sport, etc. C'est-à-dire qu'elle a intégré dans sa façon de penser ce qui fait le fonctionnement de la ville en tant que telle, qui n'est pas juste une logique d'ingénieur et de concepteur, c'est la relation à l'habitant qui a pris le dessus. C'est tout récent, c'est le 1er janvier 2015. Mais ce qui amène modestement notre agent d'urbanisme, par exemple, aujourd'hui à s'intéresser à toutes ces questions. Donc on est passé d'une logique de la planification ou du projet urbain à quelque chose de différent, qu'on ne sait pas encore forcément nommer, mais qui intègre ces questions-là, les modes de garde de la petite enfance. Juste avant de partir, j'ai validé une étude qui traitait de cette question-là. Donc la ville de Lyon a dû dialoguer avec ses voisins, et aujourd'hui elle dialogue aussi avec les voisins de ses voisins. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a vu aussi dans un certain nombre d'exposés aujourd'hui, le territoire l'espace territorial de ces métropoles, on appelle ça des métropoles aujourd'hui, s'étend de plus en plus. Donc là vous voyez des ronds concentriques. Le premier, c'est 20 km autour du cœur de la ville de Lyon. Le deuxième, c'est 50. Le troisième, c'est 80. Jusqu'à 80 km du cœur de Lyon, les gens peuvent être en interrelation. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de penser l'aménagement et le développement à cette échelle-là en mettant les acteurs autour de la table pour qu'ils coordonnent leur action. Les agents d'urbanisme, ce n'est pas les sauveurs du monde. Mais par contre, on est là pour créer l'espace de dialogue et la mise en cohérence des politiques publiques. C'est notamment le cas sur les politiques de mobilité. Pour gérer les questions des flux des personnes et des marchandises, on en a parlé pas mal aussi aujourd'hui, finalement, il faut penser à la fois le trafic ferroviaire, quand on a un réseau ferroviaire, trafic routier, organisation des réseaux de transport en commun, parfois plusieurs réseaux de transport en commun. Ici à Tana, je sais qu'il y a 2 autorités organisatrices. Il y en a une simplement sur la ville de la commune urbaine et il y en a une sur la périphérie. Comment se fait le dialogue entre ces 2 institutions? Comment ils articulent leur action en tant que telle? Mais c'est aussi de penser la marche à pied, les modes doux, comme on les appelle, le vélo, qui sont des éléments qui, aujourd'hui, prennent de plus en plus d'importance. C'était un étonnement aussi que j'ai eu comme notre interlocuteur suisse tout à l'heure, en disant mais finalement, pourquoi dans cette ville on ne pratique pas plus la marche à pied? Alors non pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais en tout cas, pourquoi les classes moyennes ou les classes supérieures ne pratiquent pas plus la marche à pied alors que la ville peut le permettre? Voilà. Donc avec Patricia, de temps en temps on s'étonnait en se disant mais pourquoi on prend le taxi pour aller de là à là? Alors il y a sans doute beaucoup de questions qui se posent derrière, mais je pense que finalement une des conclusions auxquelles on arrivait avec Franck, c'était de se dire finalement une des chances de Tana, c'est peut-être son faible taux de motorisation aujourd'hui, le fait qu'il n'y aura pas à revenir sur un changement d'état d'esprit sur la possession de la voiture, l'usage de la voiture en tant que tel. Et donc, il faut imaginer des solutions de transport vraiment adaptées à ce qu'est aujourd'hui le territoire, à la façon dont la très grande majorité des gens se déplacent, c'est-à-dire à pied, ou les taxis B notamment qu'on évoquait. Et il faut trouver ces solutions-là. Là encore,
de façon pragmatique, c'est-à-dire il y a des solutions qui peuvent être simples, qu'on peut mettre assez facilement en place. Après, si elles ne fonctionnent pas, on peut aller en chercher des plus complexes avant de finir sur nos troisièmes rocades ou viaducs ou chemins de fer qui ne sont pas utilisés, comme on a pu voir tout à l'heure. Voilà, donc la nécessité de coordonner ces questions de flux pour justement avoir une mobilité apaisée, ce qui fait que dans le cœur de Lyon, aujourd'hui, on a un plaisir à cheminer à pied. Voilà. Nous avons une ville qui est agréable. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont la possibilité de vivre au cœur de la ville. En périphérie, on est beaucoup plus dépendant de la voiture, etc. Mais par contre, il y a des parkings relais qui permettent d'aller chercher des réseaux de transport qui vont de plus en plus loin pour aller chercher, soit par métro, soit par tramway, soit par le train, les personnes qui ont besoin de venir au cœur de la ville. L'autre élément qui a été indiqué tout à l'heure, c'est cette notion de développement multipolaire. Si on concentre tout en un point, on crée la thrombose. Il faut vraiment développer des centralités complémentaires, et c'est pour nous un de ces outils de dialogue de cette grande échelle territoriale que vous voyez là, où finalement nous avons des villes constituées, des villes de 50 000 habitants, mais des nouveaux quartiers qui sortent aussi, et sur lesquels on essaye d'organiser le dialogue pour que le développement de la métropole lyonnaise puisse continuer à se faire en attirant de l'emploi des habitants, peu importe que ça soit à Lyon même, dans l'agglomération lyonnaise ou dans l'aire métropolitaine lyonnaise. On est là dans un territoire dynamique qu'on appelle l'aire métropolitaine, qui fait pratiquement un carré de 100 km sur 100 km. Autre élément important qui a été évoqué, c'est la redécouverte de ce qu'on appelle la nature en ville. C'est une logique de trame verte, de trame bleue. Voilà un bel exemple de ce que l'on a pu imaginer. La reconquête des berges, je l'ai dit tout à l'heure sur le Rhône, mais maintenant aussi sur la Saône. Le fait de créer des maillages et des liaisons vertes. Alors, c'est bien pour la biodiversité, mais avant tout, c'est aussi bien pour les habitants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ces espaces-là récréatifs pour pouvoir sortir du contexte de la ville et de sa minéralité. Et donc, il y a aussi une politique de maillage, de squares, de parcs, etc. Et puis, d'aller chercher les grands espaces naturels qui sont aux portes de l'agglomération, qui sont des éléments importants pour aussi... Alors, il y a aussi toute une problématique on parlait du réchauffement climatique, sur la façon de traiter aujourd'hui les espaces publics, pour limiter le réchauffement des îlots urbains lors des canicules, par exemple. Mais là encore, ce sont des solutions qui sont des solutions pragmatiques, notamment de revêtement ou de couverture par des arbres à feuillage développé, etc., etc. Et la dernière image que je voulais montrer, c'était aussi quelque chose qui est fortement présent ici, qui est l'eau, qui est un bien commun, pour lequel à la fois elle est indispensable à la vie, et puis aussi, on l'a vu sur un certain nombre d'images encore tout à l'heure, elle peut être dévastatrice. Donc il faut la gérer, certes parfois l'endiguer, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on l'endigue à un endroit, ça crée potentiellement des dégâts ailleurs. Et donc il y a des grandes solidarités qui se jouent sur le fleuve Rhône notamment, qui remontent jusqu'à la Suisse par exemple, avec la possibilité de capter les eaux pour pouvoir limiter les risques de débordement. C'est une des questions de solidarité, à la fois l'alimentation de l'agglomération en eau potable, ça c'est un enjeu interterritorial, c'est-à-dire que rares sont les villes capables de disposer sur leur territoire des réserves nécessaires, mais c'est aussi des éléments qui peuvent être catastrophiques quand viennent les cas d'inondation. Fort heureusement, sur Lyon, Franck me disait qu'il y avait des crues assez importantes actuellement, mais voilà, la ville a su se protéger. Mais parfois, pour se protéger, ça veut dire aussi de dialoguer très en amont pour que des aménagements cohérents soient faits, ou parfois que des aménagements ne soient pas faits. Le système hydraulique est particulièrement complexe. Voilà. Je voulais finir sur cette photo des espaces en eau et des espaces verts naturels. Vraiment, on est là aux portes de la ville, vous le voyez. Il y a en effet sur le Grand Anna des réelles opportunités de réflexion, de corridors verts, de protection de ces espaces en cœur d'agglomération qui aujourd'hui permettent aussi peut-être de limiter les continuums urbains
mais il faut les penser, il faut les protéger, il faut trouver leur vocation pour qu'ils puissent devenir demain une ressource du territoire et faire du Grand Anna un territoire agréable et harmonieux. Voilà quelques éléments de présentation, et puis si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Et peut-être je les liste tous après. Oui, allez-y, allez-y. L'habitat social. Non, voilà, sur la question de l'habitat social et les politiques d'habitat que vous avez déjà développées à Lyon sur l'habitat, les politiques d'habitat social que vous avez développées à Lyon, vous en avez parlé un petit peu, je crois que ça partait des périphéries. Oui. Est-ce que vous êtes dans des politiques de rénovation, de réhabilitation, etc. Après, il y avait la question des... je crois que vous avez des centres anciens. Oui. Si vous connaissez des problèmes de vitalisation, de revitalisation ou pas, ou de... Oui, sur la question des copropriétés dégradées, c'est autre chose. Et tout à l'heure, vous disiez sur un PowerPoint que pour le verre, l'agriculture, enfin les corridors écologiques, c'était 50%. Alors oui, c'est... non urbain. Je me demandais si c'était 50% ou quoi. Alors, les documents cadres de planification à l'échelle de l'agglomération prévoient que 50% du sol soit préservé de l'urbanisation ou des infrastructures, etc. C'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui, pour préserver un développement harmonieux, il faut préserver à la fois des espaces naturels et des espaces agricoles au cœur de l'espace dense. Le dynamisme est tel sur Lyon qu'on pourrait très facilement laisser partir beaucoup de choses. C'est pas la volonté politique, donc il y a une logique de préservation qui est pas très vieille, hein, ça fait une quinzaine d'années que ces questions-là sont vraiment prises en compte, mais sur lequel aujourd'hui ça nécessite de penser autrement le développement plutôt que par étalement, soit par redensification des espaces déjà bâtis dans l'agglomération, soit par dialogue avec les territoires périphériques pour qu'eux-mêmes se mettent en situation de développement en tant que tel. Sur la politique de l'habitat social, bien entendu, on respecte un certain nombre d'obligations légales, hein, c'est de l'ordre de 25% du parc de logement qui doit être en habitat social, donc on a des gros bailleurs qui, historiquement, et pour certains, ils ont commencé après la Première Guerre, de construire régulièrement du logement social, etc. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est des opérations plutôt mixtes. C'est-à-dire d'éviter que d'un côté se construise la ville privée, si j'ose dire, pour faire simple, et de l'autre côté la ville publique. Hein, donc on a de nouveaux montages qui permettent à ce que les bailleurs puissent acheter des logements dans des opérations privées, et ça devient des logements sociaux, donc avec des politiques de loyer qui permettent aux couches moins aisées de pouvoir trouver à se loger. Les centres anciens sur l'agglomération lyonnaise sont... Voilà, en tout cas, si je prends le quartier Saint-Jean, le quartier historique, il a fallu qu'il y ait le risque de le détruire complètement pour qu'il soit protégé. Mais ça date d'il y a une cinquantaine d'années. Hein, c'est du temps de Malraux, donc ministre de la Culture, ça ne remonte pas à hier. Hein. Et à cette époque-là, on considérait que cette ville patrimoniale... Enfin, qu'aujourd'hui on va appeler la ville patrimoniale, c'était une ville insalubre et qu'il fallait la détruire et qu'il fallait y passer. Il y a une autoroute qui passait à côté de la cathédrale Saint-Jean, par exemple, enfin dans les projets. Voilà, et ça n'a pas été le cas qu'à Lyon. Il y a eu aussi à Paris ou à Lille la même chose. Nos amis de l'agence de Paris ont dit ce qui a sauvé Paris, c'est la mort de Pompidou, le président, qui lui prônait la ville moderne et le fait que Paris devait être traversé par 8 autoroutes. Heureusement, si j'ose dire, malheureusement pour lui, il est décédé, et le président qui a suivi avait une vision différente. Ça a sauvé Paris. Voilà. Il y a des quartiers historiques de villes françaises qui ont été complètement détruits par cela. Donc les cœurs anciens sont aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise plutôt préservés. On a des problématiques dans des agglomérations moyennes à 50 ou 60 km où là, les gens ne veulent pas habiter les cœurs anciens parce que les logements, étant anciens, sont moins confortables. Ils se font construire leurs maisons en périphérie.
Comme il n'y a plus de personnes en centre-ville, on n'a plus de commerce, et donc on est dans une situation de spirale négative. Ce n'est pas le cas dans l'agglomération lyonnaise, parce qu'elle a quand même son dynamisme. Alors, on construit 10 000 logements par an en moyenne dans l'agglomération lyonnaise. Ça peut paraître presque faible au regard des rythmes de développement qui sont ici. C'est un rythme très soutenu et qui nécessite une politique publique active avec des documents de planification et une action publique pour permettre ce rythme de construction. Cela permet aussi d'éviter de créer ou de renforcer les inégalités sociales en essayant de maintenir un parc attractif. Aujourd'hui, on reproche peut-être à Lyon, après avoir vu ses habitants partir, enfin les habitants, les couches moyennes ou les couches aisées, aujourd'hui, d'avoir une ville qui repousse à l'extérieur les populations les moins aisées. Voilà. C'est un des questionnements. Hein. On a réussi à inverser une tendance, donc ça c'est très bien, mais finalement on est peut-être allé un peu trop loin, et donc il y a une vraie préoccupation là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu, allez-y. Juste pour revenir sur les 50%, c'est des 50% à partir d'un terrain, ou c'est 50%? C'est 50% sur l'ensemble de l'agglomération. Donc le document de planification dit, voilà, on se fixe d'une règle, on protège 50%. Alors si je pousse encore un petit peu, actuellement dans le nouveau document d'urbanisme qu'on est en train de faire, on essaye de préserver des espaces en pleine terre. C'est-à-dire que dans les nouvelles opérations de construction d'immeubles, etc., il ne suffit pas d'avoir au-dessus d'une dalle de béton un petit peu de terre et quelques arbres dessus. On essaye de conserver de l'espace de pleine terre pour le bon fonctionnement de la ville et sa régulation thermique aussi, par exemple, hein, parce que ce n'est pas une dalle de béton, même avec 1 mètre de terre, qui permet de réguler tout ça. Voilà. Et puis après, j'arrête. Sur la question des transports, comment est-ce que vous avez une stratégie pour vous entendre avec les communes périphériques, du coup, parce que vers quoi tendent ces transports? Est-ce que l'idée, c'est qu'on crée entre les communes périphériques une espèce de rocade? Alors, quel transport? Transport collectif, transport routier? Transport collectif, oui, sur les plans que vous montriez, les plans de transport. Alors, bon, là, ça va être un peu compliqué, mais par exemple, après avoir construit des lignes de métro ou de tramway qui arrivent vers le cœur de la ville, aujourd'hui, on est en train de les construire en rocade. Parce qu'il faut relier toutes ces centralités que l'on a imaginées pour éviter l'asphyxie de la ville. Hein. Donc, ça s'est fait à la fois dans la ville de Lyon, avec quelques gros projets urbains, hein, donc de reconversion de sites en friche, etc., pour créer de nouvelles centralités. Ça se fait avec les communes de la périphérie, puis on a aussi cette réflexion sur la deuxième, voire la troisième couronne, etc. Aujourd'hui, le réseau de transport en commun, il se structure à l'échelle de l'agglomération lyonnaise, pas véritablement au-delà. Au-delà, c'est le système ferroviaire. Donc voilà, on dialogue, on essaye d'intégrer les différentes autorités organisatrices de transport pour qu'il y ait une réflexion globale. On travaille plutôt, par exemple, sur des pôles d'échange, hein, pour permettre aux gens d'arriver aux portes de l'agglomération en voiture et puis de là de pouvoir prendre le tramway. Les parcs relais sont pleins. Donc certains disent, bah oui, mais finalement, la solution que vous me proposez, elle n'est pas opérante parce que si j'arrive après 7h30 du matin, je ne peux plus me stationner, etc. On a rouvert des gares en périphérie. Là encore, c'est une chose qui montre aussi le dynamisme, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une gare de centre-ville, on commence aujourd'hui à avoir un maillage de gares dans l'agglomération qui permettent une gestion des flux qui ne sont pas tous en concentration vers le cœur de ville. Voilà, je pense que c'est ça qui est plutôt la réponse à votre question. C'est ça. En fait, je me demande si ça ne créait pas des déséquilibres et je sais pas, peut-être de la perte économique aussi pour certaines communes qui voyaient perdre leurs habitants qui pratiquaient plus tellement le territoire de la commune et qui allaient plutôt... Alors, de toute façon, aujourd'hui, le moteur économique, c'est quand même la métropole lyonnaise. Donc, de toute façon, s'il n'y a pas la locomotive, les communes de la périphérie ne vont pas se développer. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que... alors, il y a eu des études récentes là-dessus. Alors, bon, on considère que la métropole redistribue, de mémoire, 8 milliards d'euros chaque année sur les communes extérieures à la métropole, donc aux 60 communes. On est au-delà des 60 communes, là. Ça veut dire que finalement, certes, les gens partent d'une commune pour aller travailler dans l'agglomération, mais ils repartent, j'allais dire, le soir avec leur salaire et la capacité à en dépenser une partie. Donc, les communes les plus aisées, d'ailleurs, sont des communes de périphérie. Le revenu moyen sur la ville de Lyon est raisonnable, un peu supérieur à la moyenne française,
mais les communes les plus riches sont à l'ouest. Je ne sais pas si ici ça fonctionne. Alors souvent dans les villes françaises, c'est l'ouest qui est le plus riche en tant que tel. Alors là, c'est les territoires de collines, ces espaces où il a été plus compliqué de construire, alors que la plaine qu'on a vue tout à l'heure accueille les grands ensembles et l'habitat plus populaire en tant que tel. Donc non, je pense que chacun y trouve son équilibre. Il y a une grosse action sur les quartiers de la politique de la ville, ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire ces grands ensembles qu'on a construits à un moment, certains dans un esprit de ville nouvelle, et sur lequel on se rend bien compte que finalement, aujourd'hui, il faut intervenir lourdement parce qu'on a créé là les nouveaux quartiers en difficulté. Alors moins pour des questions d'insalubrité comme on l'avait dans les centres anciens il y a 30 ou 40 ans, mais là parce qu'on a des poches de pauvreté, moindre accès à l'emploi, voire parfois une ghettoisation parce que voilà, l'adressage, le fait d'habiter ce quartier-là est un élément défavorisant quand vous cherchez un emploi, par exemple. Voilà. Donc il y a tout un mécanisme de fragilité sociale sur lequel l'agence d'urbanisme travaille aussi historiquement pour accompagner la question de la politique éducative, par exemple. En tout cas, développer une meilleure connaissance de ce qui se passe sur ces territoires-là et d'essayer de trouver des solutions. Ce sont des territoires qui, aujourd'hui, sont desservis par le tramway ou par le métro, par exemple. Ça a été une des actions fortes de dire, pour faire en sorte que ces territoires puissent revenir dans un fonctionnement normal d'urbanisation, il fallait leur apporter le meilleur des réseaux de transport collectif. Voilà. Nos animateurs sont sur scène, je vous laisse. Merci beaucoup. On avance dans la nuit. Là, maintenant, on est vraiment dans la nuit des idées. On est proche de la conclusion de cet après-midi, de cette soirée riche en idées. J'invite maintenant les rapporteurs des ateliers. Ah, il y a encore deux groupes qui n'ont pas encore terminé. 3 à 4 minutes. Je pense qu'on peut encore... S'il y a encore des questions sur la question de la métropole lyonnaise, on peut encore en prendre, hein? Une question? Ou si vous avez encore des éclaircissements à apporter. Moi, ce qui m'intéresserait, parce que bon, je suis aussi là pour apprendre, hein, ça serait plutôt qu'on me parle un peu de Tana, parce que voilà, c'est aujourd'hui le sujet de la préoccupation, c'est celui-là. Hein, on peut parler de Lyon longtemps, mais ça ne va pas faire avancer l'objet même de la rencontre, qui est d'imaginer le grand Tana de demain et la façon dont la ville peut s'y construire. Patricia. Oui, justement, je voulais faire une précision quand vous parliez de tram bleu, tram verte tout à l'heure, que Tana, en 2004, on a élaboré un plan d'urbanisme directeur et qu'en 2006, une étude qui a été appelée plan vert, plan bleu, a été sortie justement pour compléter ce plan d'urbanisme et pour préserver cette continuité paysagère que sur la commune urbaine d'Antananarivo. Mais que sur la commune urbaine. Que sur la commune urbaine. Donc, peut-être il serait bien aussi de démontrer par les acteurs malgaches ou les experts étrangers, pourquoi pas, l'intérêt d'avoir ces types de plans pour toute l'agglomération, maintenant qu'on parle de plus en plus de Grand Tana. Je pourrais peut-être aussi embrayer sur le fait que peu de personnes actuellement, peu d'urbains, peu de Tanariviens, savent réellement la valeur paysagère de Tananarive. Et c'est là peut-être, je peux apporter aussi mon petit grain de sel sur ce point, qu'il y a vraiment une véritable nécessité d'information et de communication, parce que le paysage en lui-même, c'est déjà une valeur pour la ville. Tout à fait. Et malheureusement, on est un peu happé par notre quotidien, un peu happé par les turpitudes de la vie, et on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est un gros travail de sauvegarde, comme une association l'a fait sur la haute ville de Fenaratsu, par exemple. Je ne sais pas, est-ce qu'à Tana, est-ce qu'il y a des initiatives comme ça, de sauvegarde du patrimoine, parce que parfois on voit quand même des paysages défigurés par des constructions pas jolies, hein, pour ne pas trop utiliser d'autres adjectifs. Ouais. Je pense qu'en effet, vous avez vraiment
un lieu exceptionnel. Ça a été dit comme ça, hein, qui sort de l'exception, enfin, qui sort de la normalité, parce que finalement, ce paysage collinaire, cette mise en domination de la Haute-Ville par rapport au reste du territoire, enfin, c'est quand même quelque chose qui a une valeur. Je pense que ça a une vraie valeur. Vous avez un patrimoine historique aussi qu'il faut pouvoir préserver, qui peut aussi avoir une valeur patrimoniale, mais aussi une valeur économique, c'est-à-dire ça peut être un vecteur d'attractivité pour que le tourisme puisse aussi prendre plaisir à parcourir la ville. Encore, Lyon, si je prends le comparatif, le vieux Lyon était un secteur complètement insalubre, complètement dégradé, sur lequel on n'imaginait pas autre chose que le détruire il y a 50 ans. Heureusement, certains ont pensé qu'il fallait le protéger, et c'est devenu aujourd'hui un des moteurs du tourisme urbain, comme on l'appelle, de notre ville. Vous avez là de véritables richesses à partager. Alors, j'ai vu qu'il y avait un ordre des architectes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ordre des paysagistes. C'est peut-être une compétence qu'il faut aussi continuer à développer. Il y a des prises de parole, une demande de questions ou d'intervention, tout simplement. Oui, peut-être juste un petit mot, puisqu'on parlait de la Haute-Ville. Donc, il y a déjà une réglementation qui existe. Il y a une ZPPUP qui a été adoptée par la commune urbaine d'Antananarivo. Et cette ZPPUP, en fait, a valeur réglementaire pour toutes les transformations, les constructions, les rénovations, qu'il s'agisse d'espaces publics ou privés. Et on a fait un petit audit il y a à peu près une année de cette réglementation, et elle est d'une part extrêmement peu connue et elle est encore moins respectée. Hein. Donc elle est peu respectée par les très riches qui pensent... Voilà, qui sont un petit peu au-dessus des réglementations, et puis par les très pauvres aussi. Donc en fait, il y a très peu de gens finalement qui prennent la peine et qui ont cette sensibilité aussi pour se conformer à cette réglementation qui permet de garder une harmonie dans le paysage de la Haute-Ville. Pour Tana, ça répond également à un souci de diversification de l'UNESCO, c'est-à-dire l'UNESCO souhaite que... on arrête de classer au nord. Pas que au nord, mais par exemple, on classe des opéras en Allemagne et des parcs en Afrique de l'Est. Et voilà, le souhait, c'est aussi de classer des sites urbains en Afrique. Urbains, et puis oui. voilà. Donc effectivement, en Afrique subsaharienne, cette haute ville d'Antananarivo, elle est exceptionnelle. Et donc là récemment, on a procédé à un inventaire de la Haute-Ville avec toute une équipe de juniors, d'étudiants et de jeunes professionnels malgaches avec des profils différents. Et puis on a travaillé avec la chaire UNESCO de l'Université de Florence, qui sont des hydrogéologues et qui ont en fait produit un certain nombre de cartographies extrêmement intéressantes sur les réseaux hydrographiques de la Haute-Ville, sur les écoulements des eaux. Et voilà, et donc on vise une inscription en 2021 si on arrive à mener le projet de manière satisfaisante. Ok, merci. Tout le monde est dans la salle. On invite maintenant les rapporteurs des ateliers respectifs à venir un peu exposer de manière concise et brève leurs ateliers. Nous vous invitons à venir ici, s'il vous plaît. Où sont les rapporteurs? Juste en quelques mots, comme vos prédécesseurs l'ont fait. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a eu 4 ateliers. 4 ateliers. Ben, on peut rester ici. Hein. Oups. Ok. L'atelier La ville prévenante, création et pérennisation des lieux d'écoute. Merci. Michel Adriamifit de Positive Planet. On était sur l'atelier et ville prévenante, création et pérennisation de centres d'écoute, de conseil et d'accompagnement social pour les populations vulnérables. C'est une expérience de la CEUA
via les centres d'accès aux services et en partenariat avec Positive Planet. Ce sont des centres d'accès aux services, des centres de prise en charge intégrés, des dispositifs d'accompagnement socio-économique à destination de personnes vulnérables. Ces centres proposent différents services aux populations vulnérables sur le volet social et sur l'aspect économique. Pour le volet social, le centre fournit des services de référencement vers les partenaires cliniques et juridiques. Il fournit également des écoutes d'accompagnement psychosocial et d'alphabétisation fonctionnelle. Pour les volets économiques, le centre propose des formations de parcours de micro-entrepreneuriat, des conseils et orientations aux professionnels. Les cibles de ce centre sont surtout les populations vulnérables dans le bas quartier de Tana. Et les deux centres sont actuellement sous la responsabilité de direction des actions sociales de la CEA. Donc c'est une expérience pertinente, parce que c'est la première fois qu'on attend des centres de prise en charge dans les grandes villes de Madagascar. Oui, merci. Le deuxième atelier parlait des solidarités urbaines. Quels sont les points forts? Il y avait eu deux initiatives. Les solidarités urbaines. Non, c'est manger, partager et trachure. C'était l'atelier solidarité urbaine. Merci. Donc je suis Linda, je suis membre de l'association Zéro Héros. Nous, dans notre association, nous luttons contre le gaspillage. Donc, on a présenté 2 projets, Manger Partagé et Treasure. Manger Partagé, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, et Treasure, c'est contre les déchets. Donc, les résolutions que l'on a eues pour Manger Partagé, qui est la redistribution de denrées alimentaires en surplus. En fait, comme les faits disent, un tiers des denrées alimentaires sont gaspillées dans le monde. La principale solution que le public, avec les participants, on a trouvé, c'était que chacun participe avec nous, avec Manger Partagé, à collecter la nourriture qui n'est pas encore périmée, qui n'est pas encore mauvaise, et à les redistribuer avec nous aux sans-abri pour l'instant. Sinon, de participer en adhérant à l'utilisation de l'application qui connecte les commerçants, les bénéficiaires et les consommateurs comme vous et moi. Donc sur cette application, on peut trouver les surplus des supermarchés, des boulangeries, des restaurants que vous et moi nous pouvons acheter. Donc s'il reste encore des aliments dans l'application, on revient au système de base qui est le don des aliments en surplus aux orphelinats partenaires de Manger Partagé. Ensuite, autre solution que nous avons trouvée à part cela, c'est que tous les donateurs comme les restaurants, les boulangeries, les supermarchés adhèrent au projet, parce que déjà en 2016 nous avons pu collecter, sauver 3 tonnes de nourriture que l'on a redistribuées. Donc on a fait 12 000 repas avec ces 3 tonnes de nourriture et on a évité l'émission de 5 tonnes de CO2. Donc en même temps on participe à la protection de l'environnement et on lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, pour Treasure, qui lutte contre les déchets, le principal objectif, en fait, c'est d'éviter les déchets, mais pour l'instant, avec les participants, nous avons conclu que c'est le recyclage qui est la solution intermédiaire. Donc, avec les déchets, on peut créer des nouveaux produits. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout. Merci. Merci. Nous avons parlé aussi de l'importance de l'art et de la culture dans la ville. 3e atelier, droit de cité pour l'art et la culture.
Bonsoir, donc je suis Cécile d'Isart Galerie. Dans notre atelier, en fait, on était deux intervenants. Il y a le CRAM, qui est le Centre de ressources des arts actuels à Madagascar, qui a présenté une cartographie des sites d'art en milieu public à Tananarive, et donc qui en recensé une dizaine en 2015 et une quarantaine en 2016, montrant qu'il y en a de plus en plus. Ils ont expliqué que c'était à la fois des initiatives personnelles ou de collectifs d'artistes qui se regroupaient pour le faire. Parfois, c'est des bailleurs de fonds ou encore des privés qui font des commandes auprès des artistes. On a noté notamment dans la séance de discussion le manque ou le peu de commandes publiques qui est faite auprès des artistes. Ensuite, donc Isart Galerie a présenté son travail d'art en milieu public et également notre lieu. Donc, je ne sais pas si vous ne connaissez pas. Donc, c'est un centre d'art contemporain dans lequel on a à la fois des expositions, mais aussi des ateliers d'échange, des résidences artistiques. Enfin bref, tout un panel d'activités de programmation artistique. Qui est donc, comme Catherine l'expliquait tout à l'heure, en entrée libre et en accès libre. On peut même venir en tongs. D'ailleurs, à ce propos, on a même refait le parterre à l'entrée, donc on peut même venir en talons maintenant. Par ailleurs, donc, on travaille dans l'espace public, dans les rues, dans les jardins, pour réaliser pas mal. On a fait essentiellement des fresques, mais on a aussi fait des sculptures, des performances dans différents sites, également à Majinga et à Diego. Et donc on a parlé aussi de nos projets pour le futur, de nos utopies du moment, où on veut continuer ce programme de fresques en milieu public parce qui rencontre un grand succès dans tous les Fouktan où on a pu travailler. En fait, les présidents de Fouktan nous montrent 3-4 murs libres qu'ils aimeraient bien qu'on investisse parce que, à travers les thèmes qui sont abordés, etc., les gens sont assez satisfaits de ce travail. Mais on voudrait aussi travailler dans les jardins publics pour créer des installations ludiques et artistiques, c'est-à-dire des toboggans, des jolis toboggans, des jolis bancs, des balançoires, pour que donc les enfants, je ne sais pas s'il y aura 7 millions d'habitants en 2030, mais en tout cas il y a au moins 1 million d'enfants dans cette ville et qui n'ont pas beaucoup d'activités corporelles pour se développer correctement. On a aussi l'idée et l'envie de faire créer un zoo des animaux disparus. Donc en grandeur réelle, on a fait en fait une sculpture pour un jardin à Tuléar d'un apéronix, donc l'oiseau éléphant qui fait 3 mètres de haut, l'espèce d'énorme autruche qui a disparu. Et donc il y a plein d'animaux qui ont disparu, évidemment. L'hippopotame nain, les lémuriens géants, etc. etc. Et donc on se dit que ce serait une bonne manière de sensibiliser les gens à la biodiversité, plutôt que de montrer que des lémuriens en cage, de voir aussi des sculptures en grandeur nature, une grandeur réelle d'animaux qui ne sont plus. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on a discuté. Bon, il y avait aussi les questions d'art éphémère, sachant que la culture malgache est très basée sur l'oral. On a essayé d'explorer, de savoir si l'art en milieu public était éphémère ou à quel point les œuvres allaient durer ou pas, et à quel point ça faisait écho à cette culture. Je vous remercie. Merci à vous. Dernière initiative, c'est Incubon, qui est un pépinière pour faciliter l'émergence de projets économiques innovants à Tananarive. Bonsoir, merci à tous, à toutes et à tous. Nous, dans notre atelier, je ne sais pas c'était quoi le thème, mais c'est pas grave. On a parlé d'Incubon. Incubon, c'est le premier incubateur social de l'océan Indien. On accompagne 10 entreprises sociales par an, gratuitement, dont l'une des plus merveilleuses de cette année, c'est Manzé Partazé, que vous avez vu tout à l'heure. Mais on était surtout là pour parler un peu du deuxième pan de notre entreprise, qui est Incubon, etc. ETC, espace de travail collaboratif. Cet espace de travail collaboratif, en fait, on a investi un lieu qui est la maison Jean Laborde à Indoual. C'est un lieu exceptionnel. C'est un lieu, c'est une maison qui date de 1800. Je n'ose pas dire la date parce que je sais que Geneviève est quelque part
Et elle connaît la date, et moi j'ose pas dire la date exacte, je crois que c'est 1863, mais en tout cas c'est l'une des plus vieilles bâtisses de Tana qui est encore debout, et on a investi ce lieu pour en faire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? C'est qu'on a dans ce lieu un mélange des univers. Ces univers-là, c'est par exemple un atelier de fabrication d'huile coco. On a au fond du jardin un atelier collaboratif d'artisans, où il y a des machines en libre service pour les artisans qui n'ont pas accès à des moyens nécessaires pour avoir leur propre lieu. Tous les jours, on est un espace de travail collaboratif, donc on est un coworking, et notre système de paiement, c'est du pay what you want. Chacun paye ce qu'il veut. On essaye d'aller vraiment dans des choses très alternatives. Notre endroit est un centre de comment ça s'appelle, d'upcycling, c'est-à-dire que tous les meubles qu'on a sont des meubles qu'on a récupérés et qu'on a recapitonnés pour les réutiliser. Notre rue était très sale avant. Aujourd'hui, c'est l'une des rues les plus propres de Tana. Pourquoi? Parce qu'on a fait une fresque géante sur la rue, ce qui a permis aux gens en fait de respecter la rue. La beauté fait en sorte que les gens respectent la rue. Donc les gens maintenant se prennent en photo dessus, font des clips vidéo, sont très contents de passer là. Il y a les amoureux qui se posent là parce qu'il y a la fresque. Voilà. Cette rue est devenue très propre aussi parce qu'on a décidé de mettre des poubelles à la disposition de tout le monde, des poubelles de tri. Et ce qui était très beau, c'est que ce sont les enfants qui ont appris aux parents, parce que sur les poubelles, il y a des dessins. Et donc les enfants ont appris, oh, papa, maman, la banane c'est là, la bouteille plastique c'est là. Donc en fait c'est vraiment ce qu'on fait, on fait n'importe quoi. Mais c'est en faisant n'importe quoi qu'on pense qu'on peut arriver n'importe où. Merci. Merci à vous, merci pour toutes ces belles initiatives, pour les échanges autour de toutes ces belles initiatives. Nous arrivons presque à la fin de notre soirée. La nuit, elle sera peut-être encore longue pour certains. On va appeler les 4 conférenciers pour synthétiser nos idées, nos initiatives, leurs ressentis. Merci. On va vous inviter à vous asseoir ici. Rappelons que nos 4 conférenciers étaient Olivier Mangin, Jérôme Chenal, Catherine Fournet-Guérin et Hubert Mazurek. Mazurek. Je vous en prie. Merci. Alors, peut-être pour synthétiser nos conférences, les idées qu'on a partagées ici depuis cet après-midi, nous voudrions qu'on se focalise un peu sur Tana. Vous êtes venu ici, vous avez passé quelques jours, vous avez vu Tananarive, vous avez rencontré les acteurs de l'urbain. Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous qui venez de découvrir Tana, vous qui connaissez Tana depuis un certain temps et qui êtes là aujourd'hui? Quels sont vos ressentis à l'issue de ces journées et puis aussi de cette journée aujourd'hui? On va peut-être commencer avec Madame Catherine Fournet-Guérin. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le regard de gens qui ne connaissent pas la ville. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, ce qui m'a frappé, sur Tana, je ne sais pas, je ne veux pas parler comme ça, ex-cathédra. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, véritablement les ateliers, parce que les conférences, j'allais dire, on se connaît, on est du même milieu social, on est universitaire, on sait ce qu'on dit les uns les autres, c'est intéressant, mais il me semble que pour la ville, pour le public et pour promouvoir des changements, les ateliers m'ont paru, du peu que j'ai pu en voir, extrêmement intéressants, extrêmement enrichissants, avec plein de dimensions, qu'elles soient sociales, environnementales. Ça fait écho à des choses que les gens disent, dont ils ont besoin. Voilà. En particulier, y compris, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui puisque le thème c'était la ville, la dimension économique, et ça me semble extrêmement important, hein, c'est crucial pour changer la ville. Et ce que vous faites à Incubon, eh bien, ce sont
c'est par le bas, c'est par des petites choses, ce ne sont pas les grandes multinationales. C'est aussi l'inverse de ce que Jérôme montrait avec les grands projets de bâtiments publics, les méga-projets, comme on les appelle, qui peuvent être plus ou moins inutiles. Et là, vous montrez l'exact inverse, en partant du besoin des gens, de la proximité. Voilà, ça, c'est ça qui m'a frappé. Après, je verrai si on reparle de Tana plus tard. Ah si, et une autre chose, d'un mot, c'est parmi les ateliers, il y avait quasiment que des jeunes. Voilà, et ça, c'est extrêmement important aussi. On en avait un tout petit peu parlé hier quand on a rencontré l'amphithéâtre d'étudiants. C'est un pays dans lequel c'est difficile pour les jeunes de prendre la parole, alors s'imposer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'avoir le droit à la parole, voilà, d'être écouté, d'être entendu et respecté. Et là, ça m'a paru extrêmement frappant et extrêmement important. Donc à tous ceux qui sont dans ce cadre-là, félicitations et courage, et vous allez y arriver. Moi, je n'ai pas trop parlé de Tana non plus, parce que, effectivement, j'ai plutôt parlé des acteurs et enfin, de cette journée aujourd'hui. Il y a eu quand même, effectivement, j'ai rebondi un peu là-dessus, beaucoup de participation, qui s'est évidemment effiloché un peu au cours du temps, et il y a des raisons à ça, et beaucoup de jeunes. Et effectivement, ça, c'est intéressant parce que et ça aussi, je dirais, c'est un phénomène un peu mondial sur ces questions de rénovation urbaine, d'enjeux environnementaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique très très forte chez les jeunes qui essayent de mettre en place effectivement des solutions citoyennes. À Marseille, on le voit très bien. Marseille est une ville un peu spéciale quand même, qui rappelle un peu Tana d'ailleurs sur les questions de propreté, etc. C'est pas aussi dramatique, mais c'est pas loin. Et il y a beaucoup d'actions citoyennes. Ces actions citoyennes viennent d'associations, essentiellement de jeunes professionnels, mais aussi de jeunes citoyens, c'est-à-dire de jeunes qui habitent un quartier et qui ont envie de faire bouger les choses. Alors je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant du point de vue du phénomène, je dirais, politique dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui un peu de reconsidérer un peu cette politique qui vient d'en haut, qui vient des collectivités pour essayer de faire des politiques au sens vrai du terme, c'est-à-dire de gérer le quotidien, de gérer le collectif, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, effectivement, beaucoup d'ateliers. On voit bien qu'on est, entre nous ici, il faut bien le dire aussi, on n'est pas peut-être représentatif, enfin, je parle de nous, mais ceux qui étaient là aujourd'hui en ensemble, peut-être pas forcément très représentatifs de l'ensemble de la population de Tana. Mais on est représentatif d'un certain courant, et je crois que c'est important. Et on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic et sur les façons d'agir. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et on le voit bien dans les initiatives des différents ateliers. Le panorama qu'on a eu sur les déchets, sur le solidaire, sur les centres d'action, les CAS, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, enfin, tout ce genre d'initiatives, l'agriculture urbaine, qui sont des initiatives finalement qu'on va retrouver un peu partout. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que les gens commencent à se préoccuper et sont d'accord sur un peu les solutions citoyennes qu'il faut mettre en place. Alors je vais donner quand même deux touches un peu négatives, c'est pas négatif mais un peu pessimiste, je dirais un peu sur ces questions-là, c'est qu'il manquait quand même un acteur fondamental ici, c'est les pouvoirs publics. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler sans les pouvoirs publics, même si on fait de l'initiative citoyenne, et c'est quand même quelque chose d'important. Et je pense que c'est un mouvement aussi qui va venir, entre guillemets, un peu naturellement en Afrique, et peut-être à Madagascar sans doute, et qui est en train, par exemple, en Amérique latine, de se développer énormément. Moi, j'étais au mois de novembre à une grande conférence à Cordoba, en Argentine, qui s'appelle Mercociudades, qui veut dire Merco, marché des villes, où il y avait 450 maires d'Amérique latine qui sont venus pour discuter des solutions durables. Et ça, c'est intéressant parce que la démarche est à la fois ascendante, c'est des mouvements citoyens, et les collectivités là-bas commencent à se rendre compte que ces mouvements-là, il faut arriver à les attraper et qu'il faut arriver à travailler ensemble avec les mairies. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'ici, il va falloir travailler avec les collectivités territoriales. Et la deuxième chose, un peu, non pas pessimiste, mais je pense qu'il va évoluer aussi dans le temps, c'est qu'on est
ici un petit groupe de gens persuadés qu'il faut faire un certain nombre d'actions, etc. Mais je ne suis pas certain que l'ensemble de la population soit consciente de ces enjeux et des solutions à mettre en place. Donc effectivement, on a plein d'expérimentations qui sont très intéressantes, qui sont fondamentales et qui existent, qui se mettent en place. Mais il va falloir passer à un autre stade aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir comment on peut multiplier ces initiatives et les faire passer dans la vie quotidienne de la population dans sa majorité. Et là, je vais reprendre une note un peu optimiste, c'est-à-dire je pense effectivement que tous ces mouvements-là vont continuer à avancer et vont finir par gagner du terrain si on arrive à accrocher les institutions, qu'elles nous appuient, etc. Et ce sera sans doute, je pense, dans les prochaines années, la tâche fondamentale, c'est d'arriver à arriver à cette tâche, c'est-à-dire d'amplifier un peu toutes ces initiatives, etc. En tout cas, bravo pour l'initiative, et je pense qu'il y a une dynamique qui m'a un peu surprise ici, effectivement, dans les ateliers, sur les différentes options, les expériences qui sont mises en place. Je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup plus, et sur la jeunesse, un peu, qui participe à cet ensemble. Voilà. Merci, Jérôme veut peut-être parler, parce qu'il doit prendre l'avion. Non, ça va. Il est mondialisé, lui. Bon, moi, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit sur les jeunes, sur les usages, sur les initiatives. Effectivement, là, je félicite quand même Didier, là, parce que c'est rare quand on voyage un peu et dans les organes style Institut français de voir des mises en scène comme celle à laquelle nous avons que nous avons vécu cet après-midi. Généralement, les conférenciers français viennent et puis font leur... Moi, je ne suis pas universitaire, je tiens à le préciser. Moi, je m'intéresse à la ville en tant que démocrate et politique. Et les universitaires viennent défendre la ville européenne, viennent défendre la mondialisation économique, éventuellement, etc. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, moi, je suis philosophe de formation, il faut quand même voir le négatif. Si on veut réfléchir, il faut toujours regarder le négatif. C'est ça qui est intéressant. Alors, peut-être que, moi, tout ce qui a été dit, je suis d'accord, je l'ai dit, les usages, les initiatives. Après, il ne faut pas se tromper. Il ne suffit pas simplement de... Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on est quand même, aujourd'hui, tu viens de dire qu'effectivement, la question du politique a été mise entre parenthèses. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut recréer des gouvernances urbaines, ça peut être le cas d'une métropole, etc. Mais ça ne se joue pas au niveau de l'État, ça ne se joue pas nécessairement non plus au niveau de la société civile elle-même. Hein, elle apporte des projets, on est entre les deux. Il faut recréer politiquement des modes d'action, ce que j'appelle de communauté politique. Effectivement, on ne va pas y revenir, il y a un mouvement mondialisé, compliqué, chaotique, mais après il ne suffit peut-être pas, je n'étais pas à la Réunion, de réunir tous les maires du monde entier. On peut faire la COP 21, et puis les Français ont découvert après la COP 21 que ce n'est pas contraignant. On découvre après la COP 21 que c'est un truc qui est interétatique, mais non pas transétatique, c'est-à-dire transnational, donc on ne prend pas en compte la pollution aéronautique. Bon, la pollution aéronautique, elle est quand même importante. Donc, vous voyez, même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a beaucoup discuté des statistiques, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui a été dit sur la transition, de ne pas se casser les pieds, de dire quel est le bon chiffre, à quel moment on tombe dans le chaos, on en sort, etc. On est dans la transition. Donc, ces villes sont un peu des villes nomades. C'est des villes en mouvement. Ce pas des villes qui vont se constituer à l'européenne, être d'une certaine manière déterminées dans leur devenir. Alors c'est là où il y a quelque chose de nouveau. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le négatif, je dirais, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas à Port-au-Prince. Moi, j'étais il y a longtemps à Haïti. On n'est pas à Port-au-Prince. C'est clair, il y a de l'énergie, il y a de la rue. Tout ce qu'a raconté Catherine, est tout à fait... On le ressent, mais moi, je ne vais pas faire semblant de connaître au bout de 3 jours. Bon. On n'est pas à Port-au-Prince où il y a des situations d'inhumanité totale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inhumanité là. Dans l'urbanisation contemporaine, il y a de l'irréparable. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, même en Occident, nord des États-Unis, il y a des villes industrielles qui s'effondrent. Il y a des villes ruinées. Donc les villes, elles peuvent se casser. Il y a certainement des morceaux cassés. Il ne faut pas avoir peur d'aller les chercher, de les montrer, de les regarder, de dire ça, c'est pas réparable. Il y a plein d'irréparables. Hein, comme toi, je pense que le négatif est important. Il y a de l'irréparable. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas en rajouter non plus. Mais autrement, on peut faire de la démagogie à l'européenne. Je parle uniquement pour moi ici. Deuxième réponse, question. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la question de l'espace public, elle était permanente.
C'est une question qu'on voit bien en Amérique latine. Moi, si j'avais un truc à faire ici, et si j'étais riche, si j'étais Mark Zuckerberg ou je ne sais pas qui, je donnerais le financement tout de suite. C'est de créer une maison de la ville, c'est-à-dire un espace public commun où toutes les initiatives qui sont faites ici se regroupent. Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là que ça donnera une force aux initiatives. Il faut créer, moi je suis prêt à y contribuer à ma manière, il faut créer un espace à vous, tous les gens dont on vient de parler et faire l'éloge à raison, il faut créer un espace public. Il n'y a pas de raison que ce soit l'Institut français qui regroupe ça, même si c'est très bien que ce soit fait. Il faut se poser la question de savoir ce que c'est que recréer un espace commun, une maison de la ville. Une maison de la ville qui soit à vous, pas à monsieur le maire. Hein, ça, moi, c'est la première chose. Et deuxième remarque, sur le contexte, travailler le contexte, c'est un peu mon manque, mais on n'était pas là. On a fait des topos, non pas sur Tananarive. Sur l'imaginaire des gens qui vivent et qui arrivent à Tananarive, on va rester un peu, on va peut-être revenir. Il faudrait, on a déjà entendu des choses, comprendre un peu mieux, effectivement, est-ce que ces gens sont en dehors de ce qu'on a raconté, comme tu viens de le dire, ou quel est cet imaginaire qui est très portant. On lit plein de trucs sur la société de malgache. Moi, j'aurais voulu sentir un peu plus des... Voilà, mais on va rester, on est là pour ça. Dernière remarque, attention aussi, on regarde les choses par le bas. On l'a dit, la mondialisation urbaine, c'est la mondialisation, elle est très importante. Mais elle est liée, on est revenu un peu dessus, à la connectivité contemporaine telle qu'elle s'organise. La connectivité contemporaine, c'est pas uniquement nos petits portables, qui sont, eux, un peu dans le virtuel. Il faut avoir accès, on est dans les réseaux, on va sur les bons sites, etc. Le monde contemporain, en termes d'urbanisation, il s'organise exactement comme le virtuel. La reconfiguration territoriale, elle est organisée en fonction de la manière dont vous avez votre place dans la connectivité. Là, j'ai tiré le bouquin, vous regardez tout ce sont les flux portuaires et aéronautiques, et effectivement, pour l'instant, ils ne descendent pas trop vers le sud de l'Afrique et vers Madagascar. Le problème contemporain, soit on dit, comme disent certains Français, on va créer des zones de décroissance complètement autonomes. Bon, c'est un peu facile quand nous, on a vécu la croissance et que vous la cherchez. Le problème, c'est quel type de croissance? On est bien d'accord? Et là, il ne s'agit pas de faire l'éloge de ça, mais c'est quand même un phénomène en partant. Hein. Je parle là en européen. Après, le problème, pensez la ville de Tananarive, je dirais par le bas, comme on l'a fait. Hein, et ça ne doit pas empêcher de réfléchir quand même sur la manière dont les flux mondialisés fonctionnent et que on est obligé d'une manière ou d'une autre, non pas de s'y raccrocher, de s'y accrocher. On ne fait pas l'économie aujourd'hui dans la mondialisation contemporaine, économique, hein, de s'inscrire dedans. Autrement, c'est ce qui était un peu dit par Jérôme, il y aurait quoi, une pression économique vis-à-vis de laquelle on ne peut rien faire, mais qu'imposent ces bailleurs, qu'imposent ces Bouygues et autres vont venir par là, il ne faut pas se tromper. Ils sont déjà là, je crois. Bolloré, il est quand même un peu, avec ses trains, il est un peu partout. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le lien entre le bas, les usages, et après les flux mondialisés, qui ne passent pas nécessairement par les territoires classiques, et des réconfigurations territoriales qui passent nécessairement par les hubs, par les cités que j'ai évoquées tout à l'heure, toutes les cités-États sur le modèle Singapour. C'est elles qui réorganisent aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la mondialisation territoriale. Vous regardez les cartes, il faut regarder. Le problème, à ce moment-là, c'est Tananarive, mais c'est aussi Madagascar. C'est cette île incroyable qui est là comme un carrefour géographique. Comment elle va se raccrocher ou non dans les flux? Alors, il y a trois positions. Moi, j'aime beaucoup, je m'arrête, un urbaniste italien qui s'appelle Magnaghi, qui a qu'on évoque beaucoup aujourd'hui en Europe. Il travaille dans le Piémont, pas très loin de Lyon, et Turin. Et lui, il travaille sur des zones désindustrialisées pour essayer de porter un projet qu'il appelle citoyen, régional, un projet urbain. Comment il réfléchit? Je m'arrête. Il dit on a trois choix aujourd'hui. Soit il y a les flux mondialisés, qu'on a évoqués tous, hein, économiques, financiers, qui quand même pèsent. C'est pas la peine de faire semblant de croire que les smart cities c'est bidon. Non, Dubaï et Singapour c'est pas bidon. Bon, et les Américains savent très bien avec qui ils travaillent, les Chinois savent très bien avec qui ils travaillent. Il nous dit, soit on est dans les flux mondialisés, on s'y adapte, et c'est ce que veut la population, les gens de la mondialisation. On vit à plusieurs vitesses, il y a des gens qui sont dans ces circuits-là, tu es d'accord? Soit on joue la décroissance parce qu'on l'a reçu, on a eu ce beau cadeau de la croissance. Donc européen, moi, je joue la décroissance, je m'enferme dans ma zone d'autonomie. Soit on essaye de travailler en fonction des flux,
non pas à s'y adapter, mais à trouver un rythme en lien avec ces flux qui préserve justement un rapport entre le global et le local. Ce que je veux simplement dire, ce n'est pas du négatif, c'est qu'on ne peut pas simplement être sur le local. Qu'on est obligé de réfléchir, je ne sais pas si tu seras d'accord, sur le rapport global-local, mais pas uniquement pour dire il faut s'y adapter. Hein, mais c'est un peu ce que je voulais dire, c'est pas du tout du négatif, ça, c'est les usages et tout. Moi, je suis le premier à aller dans ce sens-là, et tout ce qui a été dit est formidable, mais faisons attention, le devenir du monde, il sera porté par une couche de gens qui décident, qui sont dans les flux mondialisés. Le monde, il a plusieurs vitesses. Il y a ceux qui sont dans les flux mondialisés, il y a ceux qui sont hors jeu, et il y a ceux qui essayent de s'accrocher. La dernière, à ce moment-là, la dernière remarque, la théorie du ruissellement, vous avez bien compris, elle ne marche pas. C'est pas parce qu'il y a des gens plus riches que les pauvres vont remonter la pente. Le grand problème des pays émergents mondialisés, est-ce qu'on va constituer des couches moyennes capables de faire le lien entre le haut et le bas? C'est ça la vraie question. En Europe, pas dans tous les pays, on a connu un peu ça. La France connaît l'État-providence parce qu'il y a les violences de 1848, violences ouvrières, qui fait qu'on réagit à une violence possible. Mais 48, l'État-providence, ben, si j'ai évoqué Cerdas cet après-midi, le monsieur qui invente l'urbanisme, il invente en même temps les droits sociaux. Voilà. Bon, ben, le pari, il est là, mais on a affaire à des paris. Je dis simplement, global, local. On n'a pas le choix. Merci. Donc, bon, c'est difficile de passer juste après. Hein. Mais oui, alors, je vais ensuite devoir partir discrètement parce que je suis attendu pour m'emmener à l'aéroport. Donc, je vous saluerai à la fin de ma petite intervention et je m'en irai. Je signe hein, ce qui a été dit. De toute façon, même si j'étais pas d'accord, ça nous amènerait sur un débat beaucoup trop long et donc en bon Suisse, neutre et partisan du consensus, on est obligé de finalement trouver un accord à la fin. Donc, comme le temps manque, on va dire qu'on est d'accord. Au-delà de la boutade, je signe ce qui a été dit, effectivement, et je voulais juste pas faire forcément de synthèse, mais juste vous remercier, parce que j'ai entendu, alors on a de la chance, parce qu'en fait, on vient, on est invité, puis on apprend plein de choses, donc c'est quand même, c'est une vie qui est assez agréable. Et donc, on a pu, ici, en tout cas moi, j'ai appris plein de choses, et l'idée que j'émettais de commencer à réfléchir peut-être à l'endroit ou arrêter de réfléchir à l'envers, on a eu une illustration que je reprendrai, hein, du monsieur qui disait « on a fait une belle fresque et maintenant la rue est propre ». Bon, voilà. Normalement, quand on veut nettoyer les rues, on fait un appel d'offres pour prendre une société internationale qui vient enlever les poubelles. Ben oui. Et là, il y a un exemple. Alors, c'est un petit exemple. Hein. Ça ne va pas, et je suis d'accord, il faudrait démultiplier ce genre de choses. Mais c'est un petit exemple qui, pour moi, est symptomatique. Ça veut dire qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on prend en premier, de dire il faut une grande société qui vient ramasser les poubelles. Et toutes ces petites choses et ces intelligences, elles existent. Alors, je suis d'accord aussi pour dire, ben oui, il faut ensuite les connecter à l'échelon plus haut. Hein, il faut peut-être donner des cours de formation au cadre un peu plus haut, parce que dans tout ce que j'ai entendu dans les ateliers, on se rend compte que les gens font les choses à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'ils ont de la motivation, parce qu'ils essaient, ils veulent faire venir des artistes, ils veulent faire des grandes statues avec des animaux qui n'existent plus. Toutes ces choses-là, c'est absolument fantastique. C'est fantastique. On a entendu des slammers, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je suis resté un petit moment. C'est génial. Vous imaginez tous ces jeunes qui sont le soir à la maison ou je ne sais pas où dans la rue en train d'écrire leur poème pour le déclamer. Donc c'est des choses qui pour moi sont extrêmement belles et qu'il faut valoriser. La difficulté qu'on a, nous alors professionnels de l'urbanisme, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à capter ça pour en faire quelque chose de plus global. Et tout ce que j'ai montré de manière un peu cynique sur les grands projets, ça s'attaquait à un niveau supérieur, bien sûr. Alors pourquoi, quand il y a des petites initiatives, on y arrive, et pourquoi on ne réfléchit pas de cette même manière à l'échelon supérieur? Bon, la question, et l'enjeu pour moi, il est là, et la question, elle est là. Donc je suis très
positif. Alors, moi, je reviens sur le positif. Je partageais avec vous le négatif tout à l'heure. Donc, je suis très positif parce que ça existe, parce qu'il y a des choses, parce qu'on aurait juste envie de signer à peu près partout pour continuer, pour faire des choses comme ça. Et voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie et je vous salue tous parce que je vais m'en aller discrètement. Et voilà, merci. Vous avez déjà anticipé. Oui. Merci pour vos brillantes interventions. Je pense qu'on a vraiment eu des matières à réflexion durant cet après-midi, durant cette soirée, la démarche réflexive qui nous a vraiment permis d'essayer de dessiner les brouillons de ce que nous voudrions faire de Tana. Je prends vraiment l'exemple de Tana parce que c'est vraiment imbriqué, l'IFM est vraiment imbriqué au cœur même de la capitale. Ce fut vraiment un réel plaisir pour moi et pour Louvre d'avoir présenté, d'avoir modéré cette conférence, d'avoir eu affaire à d'éminents spécialistes comme vous et surtout vous qui êtes restés là jusqu'à la fin. C'est vraiment ça. Personnellement, je suis quand même optimiste pour Tana. Je pense que l'étincelle viendra sûrement de gens brillants comme nous et de l'ensemble de la société, surtout de la jeunesse. En tout cas, merci à l'IFM, merci aux partenaires qui ont vraiment soutenu cette initiative d'avoir permis que cette nuit, cet après-midi se réalise. On peut applaudir les deux animateurs, je crois, quand même. Monsieur Montagnier, le mot de la fin, F-A-I-M ou F-I-N? Les deux, je vais être très bref. Je voulais préciser deux choses. Tout de même, la première chose, c'est que nous avons envoyé à tous les politiques des lettres d'invitation, y compris aux chefs d'entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas là parce qu'ils ne l'ont pas voulu. En tout cas, ils étaient invités. Je ferai une autre remarque aussi par rapport à la presse. Nous avons très peu vu de journalistes et je maintiens que ce sujet est un petit peu soit tabou, soit caché ou secret. Hein. Simplement maintenant, moi je voulais vous dire ma satisfaction, à vous qui êtes les derniers des curiaces, hein, qui ont eu le grand mérite de faire ce marathon, qui était peut-être trop long, mais le marathon il est toujours trop long, surtout à la fin. Hein. Et donc c'est un enseignement pour moi, comment mieux gérer le temps ou les propos. Donc je pense, pour répondre à Olivier, que l'Institut français n'a pas vocation à fédérer les acteurs locaux. Il a peut-être, comme il sied en philosophie, à poser des questions, à aider aux gens à les poser ensemble. Et vous savez que c'est l'honneur de l'homme, hein, de poser les questions. Je dirais que c'est l'honneur de l'Institut français. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on va se réunir pour faire le bilan de cette journée et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va continuer en approfondissant les choses et que si ça débouchait hors de nous, mais on serait simple membre sur une maison de la ville, hein, ou avec une fédération qui puisse constituer un domaine de recherche, un domaine aussi pour ne pas dire de pression, mais d'influence par rapport à des politiques, ce serait très très bien. Donc, on va continuer à explorer la problématique, mais avec les acteurs. Nous ne serons qu'un acteur parmi d'autres. Et puis deux, je crois qu'à un moment donné, il faudra aussi poser la question et poser les questions en présence des politiques, hein, sûrement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très clair. Il faut commencer à poser les questions entre acteurs et à se mobiliser pour que la voix porte. Donc aujourd'hui, on était dans la sensibilisation éclairée. Et donc, je veux vous remercier à vous quatre, y compris à nos modérateurs, hein, d'avoir éclairé la nuit. Hein. Voilà, et merci à tous. Donc à bientôt pour d'autres aventures à l'Institut. Et...
mana natawa mana kuliwa mina haya Nakori ya usonga Deiro ya maua Ai maua Subenza Maua Nanguleu Bweni maua Wana bweni maua Eni maua Subenza maua Nanguleu Bweni maua Wana bweni maua Tilawa oritalawa Manaro isama Naro isama Mama baya maua Ai maua Nsubenza Maua Nyanguleu Bweni maua Wana bweni maua Bweni maua